Mais tout porte à croire que la bataille d'Eddington s'est déroulée sur un plateau crayeux du Wiltshire, à proximité d'un ancien fort. C'est là que les deux armées se font face et que les Vikings peuvent développer leur art de la guerre. On imagine souvent les Vikings avec d'énormes haches à double tranchant. Sauf que ça n'a jamais existé. C'est un mythe. Pareil pour les grandes épées à deux mains. Les gens aiment l'idée de héros impressionnants avec des armes gigantesques. Mais ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on retrouve, c'est une grande hache à une seule lame sur un long manche, probablement conçue pour contrer la cavalerie. Des armes assez puissantes pour couper les jambes d'un cheval et le faire chuter. Il est aussi possible qu'ils utilisent le tir à l'arc, mais les sources historiques sont trop incertaines pour l'affirmer. Mais une arme, elle, ne fait aucun doute. Une arme simple et implacable, utilisée des deux côtés du champ de bataille, qui va devenir la véritable signature des Vikings, leur bouclier. À la base, ça sert à parer les coups. Mais grâce à la prise au centre, on peut aussi s'en servir comme une arme pour avancer en poussant, frapper l'ennemi et le déséquilibrer. C'est leur arme maîtresse, celle qui leur permet de mettre en place l'une des formations de combat les plus emblématiques de l'époque. À la fois défensive et offensive, elle transforme une troupe d'hommes en une véritable machine de guerre. Le mur de bouclier. Comme on le voit sur cet extrait de la série Viking, ce dispositif implacable permet de ralentir ou briser une charge ennemie. Chacun aligne son bouclier en recouvrant un peu celui d'à côté pour créer un front solide. C'est un véritable mur. Ce mur imprenable est très difficile à percer. Derrière, on trouve sans doute l'arme la plus répandue de l'époque viking, la lance. La lance peut se glisser dans l'ouverture entre deux casques ou entre deux boucliers, puis pivoter d'un côté ou de l'autre. Avec une seule lance, tu peux toucher 5 ou 6 gars devant toi. C'est très difficile à contrer. Bloc compact, il dépend de la force et de la solidarité des hommes qui le composent. Une brèche entraînerait inévitablement l'effondrement du mur. Cette discipline est cruciale. Et ça colle mal avec l'image qu'on se fait souvent, encore une fois, d'un héroïsme viking individuel. Il y a l'exploit personnel et le combat en groupe. Ils fonctionnent en équipe et ce sont aussi d'excellents tacticiens. Simple, brutal et redoutablement efficace, le mur de bouclier fait des Vikings des maîtres du combat rapproché. Pourtant, leur art de la guerre n'est pas leur principal atout. Leur véritable force est ailleurs. Quand on lit les sources, on constate que les Vikings ne sortent pas aussi souvent victorieux qu'on l'imagine. Mais grâce à leur navire et à leur mobilité à cheval, ils ont la capacité d'amener leurs ennemis dans des situations qui leur sont favorables. Et c'est là qu'ils réussissent le plus souvent. Et c'est là qu'ils deviennent redoutables. Ils triomphent grâce à leur intelligence, pas leur férocité. La bataille est décrite comme longue et acharnée, chaque côté poussant et frappant pour briser la ligne adverse. Aucun chiffre ne nous est parvenu, mais les historiens s'accordent sur un point. Des deux côtés, le champ de bataille se couvre de morts. Une fin pour certains. Le début d'un nouveau voyage pour d'autres. Un héros viking veut mourir sur le champ de bataille. Dans la croyance des Vikings, les guerriers scandinaves rêvent de rejoindre ce qu'ils appellent le Valhalla, un immense palais situé à Asgard, la terre des dieux, où règne le père de toutes les divinités, Odin. Pour y accéder, ils doivent être choisis par ses servantes mythiques, les Valkyries. Les Valkyries seraient des déesses guerrières, ou plutôt des demi-déesses. Elles surgissent dans le ciel, sur leur char, et emportent l'âme des morts pour la remettre à leur maître. Les morts suivent ces guerrières légendaires dans un voyage hors du temps. Là, devant eux, se dresse le Valhalla. Une salle monumentale aux 540 portes, chacune assez vaste pour laisser entrer 800 guerriers côte à côte.
Un lieu démesuré, taillé pour l'éternité. C'est la plus grande demeure imaginable. Ils y passent leur temps à combattre et à festoyer, dans l'attente du jour où ils seront appelés à livrer la bataille de la fin des temps. Le crépuscule des dieux, le début de la fin. Ragnarok. Les guerriers du Valhalla rejoignent les autres dieux et composent alors l'armée des morts d'Odin. Ils doivent l'aider dans sa mission impossible de défendre le cosmos contre des forces maléfiques. Et c'est là qu'un dieu que nous connaissons tous entre en scène. Le plus puissant d'entre tous. Le dieu du tonnerre et de la foudre, protecteur de l'humanité. Le célèbre Thor des films Marvel. Comme on le voit sur cet extrait de Thor Ragnarok, il est doté d'une arme mythique aux caractéristiques uniques. Un marteau magique indestructible qui, une fois lancé, revient toujours dans sa main. Un marteau est si puissant qu'il peut écraser des montagnes. Et c'est le bruit de ce marteau quand il frappe qui crée le tonnerre. Et ces éclats de lumière créent la foudre. Dans un combat pour la survie du monde, il parvient à terrasser un serpent maléfique. Seulement, ce reptile diabolique l'a mordu avant de mourir. Il tue le serpent, mais il succombe aussi à son venin. Donc il meurt lui aussi. C'est un monde où tout le monde sait qu'il finira dans le feu et les ténèbres. Personne n'y échappe. Pour les Vikings, cette deuxième mort est l'accomplissement suprême de leur existence guerrière. Une croyance sur le point de disparaître. Car à Eddington, le mur anglo-saxon d'Alfred tient bon, et celui de la Grande Armée finit par céder. Les survivants vikings battent en retraite, mais se retrouvent rapidement assiégés par les anglo-saxons. La Grande Armée païenne capitule. En Angleterre, Alfred est vraiment le premier à réussir à arrêter les Vikings. Il bat Guthrum lors de ce qui est sans doute l'une des batailles les plus décisives de l'Europe médiévale. Mais Alfred sait que la Grande Armée reste encore puissante et dangereuse. Plutôt que de risquer une guerre interminable, il choisit de négocier la paix. En échange de la survie de son Wessex et de la reconnaissance de son autorité, il accepte un partage territorial de l'Angleterre. Il conclut un accord, connu sous le nom de traité Alfred-Guthrum, et ils se partagent le royaume. On entre alors dans un nouveau monde dans lequel on ne paye plus les Vikings en argent, mais on les paye avec des terres. S'il n'avait pas fait ça, qui sait à quoi aurait ressemblé l'histoire de l'Angleterre et du Royaume-Uni? C'est ainsi qu'est établi ce que l'on appellera plus tard le Danelaw, un ensemble de territoires où les colons vikings imposent leurs lois, leurs coutumes et leur organisation sociale en Angleterre. En contrepartie, Alfred obtient de Guthrum l'impensable. Dans le cadre de cet accord, Guthrum est baptisé et Alfred devient son parrain. Accepter le Christ comme un Dieu, aux côtés de tous les autres, ne signifie pas qu'en une nuit on dit « Oui, on croit au Christ et on ne croit plus du tout aux autres ». Ils peuvent faire coexister les deux, mais c'est le début d'un changement majeur qui va transformer la société viking. Car cette conversion au christianisme est la première d'une longue série. Les Vikings continuent de remonter les grands fleuves d'Europe pour frapper loin à l'intérieur des terres et occupent une large partie de l'Angleterre avec le Danelaw. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter là. Seulement, lorsqu'ils reviennent en force à Paris en 885, la résistance héroïque des habitants marque un tournant décisif. En 911, le roi Charles le Simple prend exemple sur Alfred le Grand. Comme on le voit sur ces images de la série Viking, il concède des terres autour de l'embouchure de la Seine au chef viking Rollon.
Il est nommé comte de Rouen. Puis ses descendants deviennent ducs de Normandie, la terre des hommes du Nord. On lui donne une terre et un titre, et on lui dit à partir de maintenant, c'est à toi et tu dois la défendre. Tu dois empêcher tous les autres vikings d'entrer. Obéis. Et dans une certaine mesure, ça semble plutôt efficace. C'est peut-être l'une des meilleures façons de gérer les vikings. On les intègre au système. C'est la fin des grands raids vikings dans cette partie de la France. Sous Rollon et ses successeurs, la Normandie devient un duché puissant et prospère. En l'espace d'une génération, les Vikings se transforment en Normands et en chrétiens. Ils ne le savent pas encore, mais c'est déjà le début de leur déclin inexorable en tant que pillards libres. Pourtant, sur le champ de bataille, les Vikings sont toujours aussi redoutables. La même année, une autre grande armée revient en Angleterre. Cette fois menée par des élites guerrières, parmi lesquelles se distinguerait le chef converti au christianisme, Olaf Tryggvason. Il ne se contente plus de piller un monastère ou d'attaquer Paris. Cette fois, il suit une stratégie bien plus vaste, et il agit pour quelque chose de plus grand que lui. Il combat au nom de son Dieu chrétien. Et plus que tout, il veut un royaume. Il terrasse les anglo-saxons à la bataille de Maldon, obligeant le roi anglais à faire comme ses prédécesseurs. Et comme on le voit avec le cas de Paris au IXe siècle, ce qui ressort vraiment de la bataille de Maldon, c'est un nouveau paiement colossal versé à une force viking victorieuse. Et ensuite, on les paye encore, et encore, et encore. C'est une période où l'Angleterre paye sans cesse. Les Vikings s'en vont, puis ils reviennent. Et à force, l'Angleterre s'affaiblit. Renforcé par le prestige de sa victoire et des richesses accumulées, Olaf Tryggvason rentre en Norvège et devient le premier roi chrétien du pays. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour les Anglais, mais les Vikings reviennent pour porter le coup de grâce à leur cible favorite. « 25 ans plus tard, en 1016, l'armée danoise du chef nordique Knut écrase les forces anglo-saxonnes lors de la bataille d'Assanden. Cette victoire décisive ouvre de nouveau la voie à un partage du royaume. Seulement, à la mort soudaine du roi anglais, Knut devient maître absolu de l'Angleterre. Knut devient roi de toute l'Angleterre. Et il entre dans l'histoire comme Knut le Grand. Son sacre, en 1017, marque la naissance d'un nouvel empire viking. Il prend la tête du plus grand royaume viking. Un ensemble parfois décrit comme un empire de la mer du Nord. Et il s'impose sur la scène internationale. Il négocie des mariages diplomatiques avec l'empereur en Germanie et descend jusqu'à Rome pour rencontrer le pape. Au début du XIe siècle, les Vikings règnent sur toutes les mers d'Europe. Ils fondent des royaumes comme la puissante Rus de Kiev, au cœur de l'Ukraine actuelle. Ils bâtissent des comptoirs fortifiés, de véritables places fortes du commerce et du trafic humain. Des ports esclavagistes où s'échangent hommes, fourrures et armes, et d'où naissent bientôt de nouvelles villes sous leur contrôle. À ce stade, on a des cités-États vikings solidement implantées en Irlande. Cork, Limerick, Dublin, Waterford. On a le Danelaw en Angleterre. Et on a la Normandie, gouvernée par les Vikings. Je ne pense pas exagérer en disant qu'ils redessinent réellement la carte géopolitique de l'Europe. D'ailleurs, ce sont les premiers dans l'histoire du monde à établir des contacts sur 4 continents différents. En naviguant vers l'ouest à travers l'Atlantique Nord, en descendant le long des côtes africaines et en empruntant des réseaux de fleuves qui les conduisent jusqu'en Asie centrale. On a de l'ADN viking qui voyage à travers tout le monde connu. Et on a des preuves que les Vikings ont atteint le Nouveau Monde des centaines d'années avant Christophe Colomb. Près de 500 ans avant que le célèbre explorateur génois ne pose le pied en Amérique, ces navigateurs hors pair atteignent l'Amérique du Nord, dans une région qu'ils appellent le Vinland,
probablement l'actuelle Terre-Neuve ou ses environs. Mais il est possible qu'il soit allé encore plus loin. On pense avoir tout découvert. Pourtant, dans les prochaines décennies, on pourrait trouver des sites prouvant qu'ils ont atteint ce que sont aujourd'hui les États-Unis. C'est l'apogée des Vikings. Un âge d'or où leur puissance militaire est redoutée, leur influence politique immense. C'est un moment bref, mais absolument épique dans l'histoire de l'Atlantique Nord. En créant cet empire de la mer du Nord, Knut accomplit l'impossible. Malheureusement, il n'est pas resté dans les mémoires comme un empereur impressionnant, parce que son empire s'effondre vite. En 1066, le dernier héritier de Knut le Grand meurt. L'Angleterre n'a plus de roi légitime. Dans le chaos de sa succession, c'est un homme de confiance, Harold Godwinson, qui prend le pouvoir. Mais à peine couronné, il sait que la guerre est inévitable. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va devoir livrer 3 batailles historiques qui décideront du sort de l'Angleterre. Car 2 hommes revendiquent le trône. Il y a plusieurs prétendants au trône. On a bien sûr Guillaume de Normandie, Encore un roi viking chrétien. Guillaume le Conquérant. En France, on l'appelle comme ça. Ouais, Guillaume le bâtard, quoi. Mais il y a aussi Harald Hardrada, le roi de Norvège. Il estime avoir, lui aussi, par son sang, un droit sur le trône d'Angleterre. Et il vient le prendre de force. Harold Godwinson sait que Guillaume le Conquérant, héritier du chef viking devenu normand Rollon, prépare une invasion par le sud. Face à la menace d'une offensive venue de la Manche, il mobilise une armée et verrouille la côte. Il s'attend à une invasion de Guillaume de Normandie. Il sait qu'il est sur le point d'attaquer. Mais pendant qu'il se prépare, Harald Hardrada débarque depuis la Norvège. En septembre, il débarque à la tête de 9000 hommes. L'armée norvégienne écrase les Anglais à la bataille de Fulford et s'empare de la place forte de York. Une victoire stratégique qui pourrait sonner le glas de l'Angleterre. Seulement, la guerre est loin d'être terminée. Il fait sortir son armée de York et se dirige vers l'est, dans la plus pure tradition viking, pour y attendre un tribut et des otages. Mais pendant ce temps, Harold Godwinson remonte du sud avec une nouvelle armée. Le 25 septembre, le roi anglais surprend les forces vikings à Stamford Bridge, un simple pont sur une rivière du Yorkshire. Mais ce jour-là, ce lieu ordinaire va entrer dans l'histoire. Car pour les Vikings, Stamford Bridge va devenir le symbole de leur fin, celui d'un âge d'or commencé 3 siècles plus tôt. Le passage est défendu par un seul Norvégien. Il tient le pont face à plusieurs adversaires. Il repousse plusieurs hommes, jusqu'à ce qu'un Anglais, passé sous le pont en barque, le transperce d'un coup de lance. Et bien sûr, ça ouvre la voie à la bataille elle-même. Seulement, les Vikings ne sont pas prêts à se battre. Ils sont contraints de livrer bataille sans leurs armures face à des anglo-saxons entièrement équipés et parfaitement préparés. Les Vikings prennent position. Ils forment leur mur de boucliers. Mais sans la protection de leurs armures, ils subissent une lourde défaite. Un carnage. Peu de survivants parviennent à regagner la mer et à s'échapper. Harald Hardrada tombe sur le champ de bataille. Il meurt une flèche plantée dans la gorge. Il représente souvent comme le dernier viking. C'est la fin de la grande expansion viking. Harold Godwinson semble solidement installé sur son trône. Pourtant, c'est loin d'être fini pour lui. Suite à sa grande victoire contre les Vikings à Stamford Bridge, il doit se diriger vers le sud où les Normands débarquent. Et c'est là qu'a lieu la célèbre bataille d'Hastings. Les troupes d'Harold sont battues et ça prépare en quelque sorte la conquête normande de l'Angleterre. On ne dirait pas forcément que les Normands qui conquièrent l'Angleterre sont des Vikings. Ce sont bien des descendants de Vikings, évidemment, mais ce sont aussi très clairement des Français. La langue qu'ils parlent, c'est le français.
Après cela, tout le monde dit que l'Angleterre se francise. Donc le processus d'assimilation semble donc assez rapide. En à peine 3 siècles, les Vikings auront exploré le monde comme personne avant eux. À la fin de leur âge d'or, ils commencent à se sédentariser et se convertissent au christianisme en masse. Des guerriers scandinaves poussent l'aventure jusqu'en Terre Sainte, où ils prennent part aux croisades, loin de leur fjord d'origine. Ce changement de religion affaiblit la croyance en leurs anciennes traditions et dans le Valhalla. Par ailleurs, les royaumes européens se renforcent militairement, ce qui rend plus difficile la conquête et la gestion de territoires. D'autres attaques viendront. La fin n'est pas encore écrite, mais jamais plus à cette échelle. Le grand jour, l'âge d'or des Vikings, est terminé. Malgré de grandes découvertes archéologiques, les récits de leur âge d'or proviennent des chroniques de leurs ennemis, mais aussi de textes découverts en Islande, les sagas. À l'origine, ce sont des récits oraux transmis de génération en génération avant d'être mis par écrit. Les sagas sont des histoires extraordinaires. Elles s'appuient sur des événements réels, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. On ne peut pas tout prendre au pied de la lettre dans les sagas, mais on ne peut pas non plus tout rejeter. Elles nous aident à reconstituer une image plus juste de ce que furent réellement les Vikings. Par ces récits, les guerriers vikings ouvrent la voie à une nouvelle figure de héros, celle des chevaliers du Moyen-Âge. Les grands chefs nordiques se transforment en rois. C'est ainsi que naissent les premiers royaumes unifiés de Scandinavie. Le Danemark, la Norvège et la Suède entrent alors dans l'histoire comme des monarchies chrétiennes. Et le monde viking se volatilise. Mais eux n'ont pas disparu sans laisser de traces. Les Vikings ne disparaissent pas, ils s'intègrent, et c'est un phénomène tout à fait normal dans l'évolution des cultures. Il y a un monde avant les Vikings et un monde après les Vikings. Ils ne font pas forcément des choses sympas, mais ils sont là longtemps. Ils